ce qui est important, c'est de la regarder, la planète, de la regarder bien. They lied to us, and that they knew what was going on all along. Pour tenir notre rang de grande puissance. Un pays rempli de valeurs humaines et matérielles. Ce pays-là, c'est la France. Bonsoir et bienvenue à Paris, une capitale aux couleurs de l'Europe. Vous le savez, jusqu'au 31 décembre, la France préside l'Union européenne et à ce titre, elle parle au reste du monde au nom de 500 millions d'habitants. Profitons-en car dans cette Europe à 27, la prochaine présidence française, ce sera dans 13 ans. D'ici là, tous les experts en conviennent, la France sera devenue une puissance moyenne avec une particularité, celle d'avoir toujours des ambitions planétaires. Et de fait, sur la scène internationale, notre influence reste considérable. Avec ses 63 millions d'habitants, 1% de la population mondiale, la France produit 5% des richesses sur la planète. La France fait partie du G8 en tant que 6e puissance économique mondiale. Géant économique, c'est également un géant politique. Aux Nations Unies, la France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, avec un droit de veto. Elle fait aussi partie du club restreint des puissances nucléaires, avec une maîtrise de toute la filière de production. À l'indice de développement humain des Nations Unies, la France est 10e sur 177 pays. Seulement, voilà, les caisses de l'État sont vides et des questions délicates se posent. Avons-nous encore les moyens de faire cavalier seul pour notre armée, pour notre diplomatie? Bref, avons-nous encore les moyens de nos ambitions? C'est le 22e numéro d'Un œil sur la planète. Les Français parlent aux Français. La France est-elle encore une grande puissance militaire? Certains matériels sont à bout de souffle, mais les crédits manquent, les économies obligatoires. Doit-on sabrer des programmes? A-t-on encore les moyens d'avoir une armée 100% tricolore? C'est la fin de l'armée française à papa, au sens où nous sommes capables d'aller tout seuls porter un conflit. 158 ambassades, 97 consulats, des poignées de main par milliers autour du globe. Notre outil diplomatique est remarquable, mais est-il encore adapté au monde d'aujourd'hui? Le train de vie des ambassades doit baisser et les remises en cause sont inévitables. Il y a beaucoup à faire dans la remise en ordre du réseau consulaire. Avons-nous encore besoin de consulats pour protéger nos ressortissants dans les pays de l'Union européenne? C'est une question qu'il suffit de poser pour avoir des éléments de réponse. Entre la France et l'Europe, c'est compliqué. Une partie de notre avenir se joue pourtant à Bruxelles. Malheureusement, notre pays n'y est pas toujours en odeur de sainteté. La France aurait-elle vis-à-vis de l'Europe une attitude trop arrogante? Au moment des alternances, on voit arriver des anciens ministres qui se recasent au Parlement européen parce que c'est chauffé, c'est bien payé, ils sont confortables, on leur pose pas trop de questions et si on veut rien faire au Parlement européen, on vous laisse rien faire, hein, c'est pas un problème. Ah, la langue de Molière. 200 millions de personnes la parlent dans le monde. Avec l'anglais, c'est la seule langue universelle présente sur les 5 continents. C'est encore un levier d'influence important, mais la pression de l'anglais est toujours plus forte. Il faut se mobiliser pour garder nos positions. C'est juste une question de volonté. La langue de Bill Gates n'est pas la seule à pouvoir être une langue de la modernité. Voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Oh les Alsaciens, les Suisses et les Normands.
Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, c'est aussi la vitrine où la France aime afficher sa force pour le 100e anniversaire de l'industrie aéronautique. C'est ici qu'on a choisi d'exposer nos plus beaux spécimens. Mais même avec le 4e budget au monde en termes de dépenses militaires, les crédits manquent pour tenir notre rang et la défense nationale va devoir jouer collectif. C'est une vraie révolution. Reportage d'Amaury Guibert et Mathieu Birden. Pas cadencé. Le prestige de l'uniforme. C'est l'armée dans toute sa splendeur, la France qui en met plein la vue. Nicolas Sarkozy doit bien penser à cela, lui qui cette année a invité une brochette de chefs d'État à venir admirer le défilé. Il faut leur montrer que nous jouons bien dans la cour des grands. On sait qu'on a 11 millions de personnes qui nous regardent, donc on a quand même un peu de pression, quoi. C'est parti pour la descente. Et le show est réglé au millimètre. Un pied, 800, tu prends les arbres. Ils s'entraînent depuis des semaines. Dérapage sol, la distance par rapport à l'autre c'est bon, on est quasiment parallèle. Tribune présidentielle dans 1 km 2. Temps d'effort pour survoler les Champs-Élysées, à peine 20 secondes. Mais qui d'autre que l'armée peut se permettre de survoler ainsi Paris pour aller se poser au beau milieu des Invalides? C'est une bien belle démonstration, un brin intéressé, car les troupes sont aussi là pour se vendre. Opération, communication. Le casque, en fait, tout équipé, fait le poids du casque qu'il avait auparavant. Il a été vendu à l'étranger également, aux Américains et à d'autres pays. Mais il fait sérieusement 300 000 €, non, c'était une blague. Non. 300 000 €. C'est un viseur, hein, c'est comme le Strix et comme le HUD. Ouais, il faut considérer que cette partie-là est un viseur et fait partie de l'appareil. L'armée coûte cher, mais bon, c'est le moyen de défense, donc il faut savoir aussi avoir un pays qui est respecté. Nous sommes assez fiers, lorsque nous vivons à l'étranger, d'être français. Et ça se défend. Et ça se défend. Des valeurs à défendre, une grande ambition. Mais quand le rideau tombe sur cette belle journée d'été, quand les hélicoptères regagnent leur régiment, le doute surgit. L'armée en a-t-elle encore vraiment les moyens ? Le lendemain à Pau, au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Les 3 Pumas qui ont volé pour le défilé sont tous au garage, aux mains des mécanos. On va récupérer un grand escabeau, on fera les broches de palme. Hein ? D'accord ? Les paillettes du 14 juillet se sont envolées, remplacées par le cambouis et le tournevis. Ce n'est pas le travail qui manque. Grosso modo, 1 heure de vol pour 7 heures de maintenance. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal. Toujours plus de maintenance, car le Puma a plus de 30 ans et son remplaçant se fait toujours attendre. On fait vieillir nos appareils un petit peu plus avec le lot de désagréments que sont l'augmentation du nombre de pannes, l'augmentation de la main-d'œuvre nécessaire pour l'entretenir. C'est pas très différent de ce qu'on voit pour une voiture. Et avec ces vieux appareils, une simple roue à changer peut devenir un casse-tête. Car dans le bureau des mécanos, le planning est déjà surchargé. Il faut qu'on fasse des priorités. Les priorités, c'est envoyer un taxi au Kosovo et un taxi à Triomphe. Voilà, les priorités sont là. Moi. Si on peut faire la roue, on la fait de suite. On va regarder, normalement, il y en a 3 en face. Il me semble, ouais. Attends. 3 roues en stock. L'adjudant est peut-être trop optimiste. Un détour par le hangar des pièces détachées va vite le confirmer. Là, en l'occurrence, on a les petites pièces qui sont stockées ici. On trouve aussi un jeu de fléchettes et d'autres choses plus utiles pour réparer des hélicoptères, mais pas de roues à l'horizon.
On a l'impression d'avoir beaucoup de pièces, mais on n'a jamais la bonne pièce qu'il faut. Vous ne pouvez pas la prendre sur un autre appareil qui ne vole pas pour la mettre sur un appareil qui doit voler? Le salvage, ce que nous on appelle le salvage, c'est quand même une chose qui est interdite en aéronautique pour diminuer la sécurité. Et nous, pour nous, maintenanciers, ça nous fait double de travail. Parce qu'il faut qu'on démonte sur un hélicoptère, qu'on remonte sur l'autre pour le dépanner. Et à l'issue, quand on va recevoir la pièce, il va falloir redépanner le premier qui, lui, n'était pas. Officiellement, donc, on ne cannibalise pas les appareils. Mais entre la théorie et la pratique... Vous l'avez trouvé? Pardon? Vous avez trouvé la roue? Oui, ouais, on l'a démonté de notre taxi. Démonter d'un autre appareil. C'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ce devrait être exceptionnel. Cela devient la routine. Plutôt léger pour une armée qui veut figurer au premier plan. Mais il faut faire avec ces machines à bout de souffle. Le système D, on le vit au quotidien et on le reconnaît au plus haut sommet de l'armée. Quand on serre au maximum le budget des armées, on taille sur ce qui ne se voit pas. On essaie de préserver les grands programmes emblématiques et on taille sur le reste. Bien. C'est une difficulté permanente qu'il nous faut résoudre. Lorsqu'on est en période de guerre, de pré-guerre ou de crise, c'est plus facile que lorsque rien ne se passe, naturellement. Cela dit, c'est le cas dans toutes les armées du monde. Et savoir se débrouiller, le système D, comme vous dites, ce n'est pas nécessairement infamant. Pas nécessairement, mais parfois cela peut virer au tragicomique. En avril dernier, les caméras de l'armée n'ont rien raté de ce qui ressemblait à une opération rondement menée. La libération au large des côtes somaliennes de l'équipage du Ponant, un luxueux 3-mâts de croisière. Tous les otages sont sains et saufs. Les forces spéciales vont même arrêter certains pirates et récupérer une partie de la rançon. Rien à redire, le scénario est parfait. C'est la détermination du président de la République qui l'a permis, c'est la capacité de nos forces armées qui l'a rendu possible. En fait de capacité, la presse va révéler que l'on a frisé le fiasco. 2 hélicoptères en panne, un avion qui manque de se cracher, double avarie moteur sur une frégate, une barge de débarquement coulée, n'en jetez plus. Le Ponant, c'est un révélateur. À force d'user et d'abuser du système D, l'armée risque d'aller droit dans le mur. Elle doit donc évoluer. C'est l'esprit du livre blanc de la défense, la feuille de route des 10 ans à venir commandée par le chef des armées. Pour Nicolas Sarkozy, aucun doute, l'armée française risque de rester à l'étage inférieur si elle ne se réforme pas. À quoi ça sert d'aligner des régiments de chars s'il y en a la moitié qui ne servent pas? À quoi ça sert d'avoir une armée nombreuse si on ne peut pas la transporter? À quoi ça sert d'avoir des hélicoptères ou des avions qui ont une partie qui est trop vieux, que l'entretien coûte beaucoup plus cher que ce que pourrait coûter le renouvellement d'une flotte? Et puis moi j'ai un devoir en tant que chef des armées, c'est de vous mettre dans la situation de sécurité la meilleure. Pour cela, le président a fait des choix draconiens. Ainsi, il n'y aura pas de 2e porte-avions alors que le Charles de Gaulle est toujours en travaux. Le capitaine de vaisseau Boivin est donc dans une situation pour le moins curieuse dans la marine. Il commande un navire qui vient de passer 1 an en cale sèche et ce n'est pas fini. Il ne vous aura pas échappé que maintenant il est à flot depuis quelques semaines, donc il retrouve une situation un peu plus normale pour un bateau. Il n'en demeure pas moins que ça reste un chantier, puisqu'on a encore à peu près 3 mois de travaux, de remontage, de qualification, d'essais de tout type. 18 mois de travaux en tout. Une grande puissance se devrait d'avoir au moins 2 porte-avions. Mais à 3,5 milliards d'euros l'unité, la décision a été reportée à 2011. Les marins en auraient presque le blues. Les marins n'en font pas une affaire d'ego. On dira il faut 2 porte-avions parce que les porte-avions vont par paire. Non, je crois que les marins sont des citoyens et se rendent bien compte que la difficulté budgétaire est là et qu'un 2e porte-avions coûte cher.
En revanche, on ne peut pas aller contre l'évidence qui est que pour avoir une permanence, il en faut 2. La Grande-Bretagne se lance, je vous le rappelle, dans l'achat et la construction de 2 porte-avions. Pour elle, c'était 2 ou 0. Donc évidemment, pendant ces 18 mois, le porte-avions n'est pas là et on ne pourrait pas le ressortir. Ce délai est absolument incompressible et il peut se passer n'importe quoi sur la scène internationale. La France se passera de porte-avions. La priorité du président, c'est désormais le renseignement. C'est 6 drones. D'où son intérêt pour les drones. Voilà. Ça vaut combien ça coûte 1,5 million d'euros. Cité, que ce type de système. Monsieur le Président, pardon. Là, on en a 18 de ce type. L'armée de demain va donc se mettre sur orbite. Réseau de satellites espions, doublement du budget des services de renseignement, incontournable pour se préparer au nouveau type de conflit. Et comme garantie ultime de sa sécurité, la France garde une autre priorité. L'arme nucléaire, de quoi inspirer toujours le respect. En attendant toutes ces réformes, sur le terrain, les militaires doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. Le système D au quotidien, alors que les missions s'enchaînent et qu'elles ont de plus en plus un parfum de guerre. Afghanistan, au nord de Kaboul, en août dernier. Un convoi français partit ravitailler une base avancée. Il est très vite pris pour cible. Il y a des tirs sur la droite. On voit la fumée qui part. C'est les départs de coups là dans la montagne. Tout le monde arrivera sain et sauf à destination. C'est un tir de roquette qui n'a pas explosé. Un miracle. On riposte quand on se fait tirer dessus. Voilà. Et on se sauve vite. Vous te sauvez vite ? Ah bah on essaye d'éviter de se faire trop tirer dessus quoi. On n'est pas blindé. On n'est pas blindé. Donc on évite de rester dans la zone. C'est à peine croyable. Alors que les Américains ont blindé leurs camions, les Français, eux, ont pour seule protection un gilet pare-balles posé sur la portière. On protège un minimum avec des frags. On passe sur les côtés derrière là. C'est pas un vape. Le système D, ce n'est pas nécessairement infamant. Oui, mais le système D, en zone de conflit, c'est potentiellement meurtrier. Faire avec les moyens du bord. Philippe Juvin a lui aussi vécu cela en Afghanistan. Ce médecin réserviste de l'armée est aussi un cadre de l'UMP. Il a passé 2 mois à Kaboul, en a ramené quelques vidéos et une certitude. L'armée française n'a plus les moyens d'intervenir seule sur un théâtre d'opération. C'est la fin de l'armée française à papa, au sens où nous sommes capables d'aller tout seuls porter un conflit. Non, ça c'est pas possible. En réalité, si demain telle région du monde s'embrase, quelles nations, y compris les États-Unis, peuvent porter tout seuls le fardeau? On voit bien en Irak, le grand problème des États-Unis, c'est qu'ils sont seuls. C'est pour ça qu'ils ont des difficultés. Donc les armées modernes sont forcément des armées qui collaborent. L'armée française doit-elle s'asseoir sur son rêve d'indépendance? À Saint-Malo, début septembre, le gratin de nos armées planchait justement sur le thème de l'Europe de la défense. L'Europe de la défense, un serpent de mer, pas de quoi réveiller une partie de l'assistance. Et pourtant, pour le ministre de la Défense, c'est désormais une nécessité. Son seul regret, c'est que cela ne va pas assez vite. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas encore compris le message. Française Union européenne a député il y a 2 mois. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Attendez, je viens de vous le dire pendant une demi-heure, vous n'avez pas posé la question. Attendez. La France doit donc apprendre à travailler avec ses partenaires. Pour s'en rendre compte, il faut partir à 4000 km de Saint-Malo. Bienvenue au Tchad, à l'est du pays. Une zone de guerre au cœur de l'Afrique, dans ce que l'on appelait autrefois le précaré de la France. 20 ans que nos troupes quadrillent le terrain.
Ce jour-là, un convoi militaire s'en va vers l'est. Une trentaine de véhicules partis ravitailler des bases avancées. Il y a devant eux 120 km de piste. En théorie, ils devraient mettre 7 heures. Si les conducteurs sont expérimentés, en général ça se passe bien. S'ils sont un petit peu effrayés par la traversée, en général ils ralentissent et c'est leur défaut. Et justement, il ne faudra pas attendre bien longtemps. Au beau milieu du Wadi, un camion s'embourbe. En pleine saison des pluies, le spectacle est traditionnel pour les Tchadiens. Les pelles et les gros bras des soldats n'y feront pas grand-chose. Le camion va rester coincé là 24 heures. Des Français à la peine, mais qui ne sont plus seuls dans cette galère. À l'est du Tchad flottent désormais 17 drapeaux européens. La France a tout fait pour que d'autres pays la rejoignent. Ce matin-là, c'est un colonel irlandais qui se charge de la revue des troupes. Les soldats d'une force baptisée tout simplement EUFOR. Elle est chargée de sécuriser cette région où se massent les réfugiés du Darfour. 3200 hommes en tout, et pour eux, il a fallu construire à la hâte ce camp gigantesque au milieu de nulle part. Il y a là des Suédois, des Polonais, des Slovènes, quelques Albanais. C'est une tour de Babel européenne. Et pour les Français, qui représentent la moitié du contingent, il a fallu se mettre à l'anglais. The oil project, which is inception since 2001. Même si on ne parle pas un anglais parfait, l'essentiel c'est d'arriver à communiquer par les gestes. On y arrive, hein, de toute manière, ça passe. Tous les soldats européens font des efforts, car il y a beaucoup à gagner à être de l'aventure. L'officier français, l'Irlandais, ils ont beaucoup plus d'expérience. Moi, je viens d'un pays sans grande expérience. On a rejoint l'OTAN il y a 4 ans à peine. On a quelque chose à apprendre ici. Un autre hymne, d'autres couleurs pour lesquelles ces soldats doivent être prêts à donner leur sang, peut-être même leur vie. Un changement radical, mais c'est l'avenir qui se dessine ici. Politiquement, c'est mieux de mettre nos forces en commun, d'avoir une unité des forces européennes. Politiquement, c'est mieux accepté dans le monde, mieux accepté aux Nations Unies. Quand vous avez autant de pays différents qui unissent leur politique étrangère, cela donne une grande crédibilité. Alors bien sûr, on essaie d'améliorer les choses, de placer la barre plus haut, de tirer des enseignements de nos erreurs. Mais oui, c'est cela l'avenir. L'Europe ne s'est pas faite et nous avons eu la guerre, disait Robert Schuman, l'un de ses pères fondateurs. Sous la chaleur écrasante du Tchad, l'Europe est donc aujourd'hui en train de se faire. Vaille que vaille, la France apprend à travailler avec ses partenaires. C'est sans doute à ce prix qu'elle évitera de devenir une puissance sur le déclin. Un autre domaine dans lequel la France s'est toujours distinguée, c'est la diplomatie. Ici à Bruxelles, l'ambassade de France, dans la grande tradition du Quai d'Orsay, témoigne d'une histoire et d'une architecture très riche. Cette mariée est donc superbe, mais la dot, elle, a tendance à s'épuiser. Et le réveil est brutal. Il faut économiser, il faut réformer, mais par où commencer? Notre diplomatie est-elle encore à la hauteur des enjeux de la mondialisation? Regardez ce reportage de Dorothée Cochard et Frédéric Bonne. Dans la crise qui a opposé cet été les Russes aux Géorgiens, c'est l'Union européenne qui a joué les médiateurs. Plus exactement la France, en tant que présidente en exercice. Une diplomatie qui s'est voulue rapide, réaliste.
déterminée. Il faut que les différents belligérants arrêtent de s'affronter. En 72 heures, on obtient un cessez-le-feu. C'est une forme de reconnaissance pour la diplomatie française. Mais ce succès n'est pas la seule œuvre du président. C'est aussi celle du ministère des Affaires étrangères. Le fameux quai d'Orsay. Le quai où l'une des fiertés de la République. Derrière la façade pompeuse, loin des flashs et des caméras, 3000 personnes œuvrent. Diplomates, analystes, conseillers. C'est ici que la toute nouvelle cellule de crise a veillé à la protection des ressortissants français de Géorgie et à l'envoi d'une aide humanitaire. Il y en a combien de nombre qui nous pose problème? Combien? 4 1, 2, 3, 4 familles. C'est l'ambassadeur qui réceptionne tout, qui traite le dédouanement en liaison avec les autorités géorgiennes. Est-ce que vous savez ce qu'il y aurait en gros comme volume, comme quantité? Et c'est ici, au sous-sol du quai, dans ce service que l'on appelle le chiffre, que sont arrivées les informations les plus confidentielles de la crise géorgienne. Il est rarissime qu'une caméra pénètre dans ces locaux. C'est l'un des plus secrets de la diplomatie française. Chaque jour, y transitent des milliers de messages cryptés, télégrammes diplomatiques envoyés des 4 coins du monde, dont les plus urgents sont transmis directement par pneumatique. Ces télégrammes sont distribués principalement en fonction des zones géographiques qu'ils concernent. Leurs informations nourrissent ensuite des synthèses essentielles pour les choix de nos dirigeants. Un travail de fourmi. L'image qui ressort très souvent sur la diplomatie française, c'est celle des réceptions, des cocktails, des dîners en ville, qui n'est pas vraiment le cas. Ça représente une partie infime de notre métier. Notre métier est aujourd'hui bien plus dans l'analyse. Éric Chevalier est conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères et son porte-parole. Il s'appuie non seulement sur l'administration centrale, mais aussi sur quelques 158 ambassades. Une toile diplomatique géante. Elle couvre tous les continents. C'est la deuxième au monde, derrière celle des États-Unis. Rapidement, où est-ce qu'on est très implanté? On est très implanté historiquement en Europe, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, au Maghreb, bien sûr, aux États-Unis, beaucoup également, et ailleurs aussi, mais voilà sans doute les principaux lieux d'implantation. Mais comme toutes les administrations, le ministère doit passer sous le rabot des économies budgétaires. Est-ce bien utile dès lors de conserver des ambassades dans de petits pays comme le Vanuatu ou les îles Fidji? Pourquoi ne pas en fermer certaines, comme l'ont fait les Britanniques? Ils en ont supprimé près d'une vingtaine en 5 ans. Si on s'était vu il y a 1 an, la Géorgie pour vous, ça aurait été une priorité? Vous m'auriez certainement dit, la Géorgie, après tout, c'est sans doute une petite ambassade, après tout, pourquoi pas la fermer? Et puis tout à coup, on se rend compte que c'est devenu, en quelques jours, l'un des endroits majeurs de l'attention de la communauté internationale et de l'implication européenne et évidemment française au titre de la présidence. Jusqu'à présent, le quai a donc réussi à préserver toutes ses ambassades. Mais en contrepartie, il leur a demandé de réduire leur train de vie. Facile à dire, moins facile à faire. Nous l'avons constaté en Égypte. Pays stratégique s'il en est, à cheval entre le Maghreb et le Proche-Orient. C'est un partenaire crucial dans l'Union pour la Méditerranée. 80 millions d'habitants, le pays arabe le plus peuplé. La France vient de nommer un nouvel ambassadeur au Caire. Jean-Félix Paganon, 57 ans. Son Excellence vient de prendre possession des locaux et c'est plutôt beau. Je dirais avec beaucoup de modestie que je ne suis pas un grand spécialiste du décor islamique, mais donc il y a des choses qui sont mamelouks, il y a des choses qui sont ottomanes, mais il y a même des choses qui sont pré-mamelouks, qui sont ayyoubides et qui datent donc du XIIIe siècle. Réunion hebdomadaire au bureau de l'ambassadeur. Au menu, à côté des questions essentielles, des affaires diplomatiques, militaires, commerciales, on aborde aussi les questions d'intendance. Comment faire tourner l'ambassade malgré les réductions budgétaires? Ici, on supprime 2 emplois par an depuis 5 ans. On a confié le nettoyage à une entreprise privée. Ça coûte moins cher que d'avoir du personnel en permanence. Pour l'entretien des voitures de fonction, pour celui des jardins également, on privilégie les contrats locaux, qui coûtent moins cher que les Français. Même la cuisine est à la diète. Depuis 5 ans, on ne dépasse pas les 10 € par convive, vin non compris. Le chef, Sabine Kéry, veille au grain.
filet de limande avec... on va faire aussi le provençal avec des petites olives, des poivrons et du persil. Le personnel français a dû lui aussi faire des efforts. Sur 280 collaborateurs, il y a 69 expatriés et ils ont vu leur prime baisser de 10% en 4 ans. Les primes qui varient tout de même encore entre 1 000 et 8 000 euros par mois en plus du salaire de base. Quant au budget de fonctionnement de l'ambassade, il perd 5 à 10% par an depuis 5 ans. Il est aujourd'hui de 580 000 euros. Nous, ça nous va parfaitement. Malgré tout, l'ambassade de France possède toujours la 2e représentation diplomatique au Caire, derrière celle des États-Unis. La France a donc encore les moyens de mener une diplomatie d'influence. Ça veut dire faire connaître les positions de la France et de plus en plus de l'Union européenne, défendre nos intérêts, non seulement là, je le répète, dans les relations entre les deux gouvernements, mais de manière plus large, auprès des parlements, auprès des opinions, c'est-à-dire à travers la presse, à travers des colloques, toutes sortes d'interventions que l'on peut faire pour défendre à la fois des positions et des intérêts. Jean-Félix Paganon ne ménage pas son temps. Il multiplie les rencontres avec des gens d'importance. Le secrétaire de la Ligue arabe, son homologue, l'ambassadrice des États-Unis, le ministre des Affaires étrangères égyptien, le représentant de l'Union européenne. Mais un bon ambassadeur ne se contente pas de défendre les intérêts diplomatiques de son pays. Il en défend aussi les intérêts économiques. Le voici sur le chantier de la ligne 3 du métro du Caire. Voilà. Un marché remporté par une entreprise française, comme les 2 premières lignes d'ailleurs. Et ce n'est pas un hasard. Il y a quelques années, la France a financé 70% de la toute première ligne de métro. Pour des travaux de cette ampleur, un contrat bien rempli peut en appeler un autre. Alors c'est pas parce que vous avez gagné la première ligne que vous gagnerez toutes les autres lignes. Enfin, vous avez quand même une distance, une étape d'avance. Vous connaissez le terrain, c'est ce qu'on vient de voir. Vous avez acquis une certaine expérience, vous connaissez les interlocuteurs. Donc tout ceci je dirais, crée un préjugé favorable pour les entreprises françaises. Il y a un autre domaine dans lequel la France se doit aussi d'être présente, la culture. Voici une demeure égyptienne du XVIIIe siècle. Une maison réquisitionnée pour les savants français, emmenés par Napoléon dans sa campagne d'Égypte. Noyée sous les immondices pendant des années, elle a été rénovée grâce au concours financier de l'État français, en vue de devenir un jour un lieu d'échange culturel franco-égyptien. La recherche de la paix, c'est pas simplement le Conseil de sécurité, la gestion des crises, c'est aussi essayer de mieux comprendre, de mieux se comprendre les uns les autres. Alors voilà, la diplomatie culturelle, c'est aussi ça. C'est aussi de marquer de façon très forte au peuple égyptien que son patrimoine islamique, son patrimoine musulman est pour nous quelque chose de très important et qu'on veut travailler avec eux sur ces sujets-là. La France, grâce à son ambassade, réussit donc à maintenir une influence certaine en Égypte. Mais les contraintes budgétaires imposées par Paris ne sont plus sans conséquences. Nous voici à Alexandrie, la 2e ville du pays, une ville francophile. Ici, quand on veut faire chic, on affiche la tour Eiffel, ou bien on se donne un nom français. Les enfants de bonne famille, d'ailleurs, sont tous passés par l'école française. C'est aujourd'hui la première visite de l'ambassadeur au consulat d'Alexandrie. Bonjour madame, merci beaucoup. Enchanté. Bonjour, enchanté. Ce consulat a bien failli disparaître. Ah mais c'est magnifique. Par souci d'économie, il a été envisagé, il y a quelques années, de supprimer cette représentation de l'ambassade de France. Devant les vives réactions locales, l'antenne d'Alexandrie a été maintenue, mais elle a été réduite à la portion congrue.
Là, vous êtes 2 plus le consul général, ça faisait 3. Donc ça fait moins 30%. Comment? La secrétaire du consul aussi. C'est la secrétaire du consul général qui part. Aussi, réduction de poste. C'est sur un poste qui sera fusionné avec celui de... Ah d'accord. On est obligé de... D'adapter voilà, enfin, il faut adapter les moyens aussi aux contraintes budgétaires qui pèsent sur nous. Hein. Donc il y a peut-être un moment où il faut réfléchir aux ambitions, mais enfin voilà, il faut les réduire. Voilà. On va manger une petite pizza, non? Oui, il faut réduire nos ambitions. Mais jusqu'où? Depuis 5 ans déjà, faute de moyens, le consulat d'Alexandrie n'assure plus la délivrance des visas, dont c'était pourtant une des principales fonctions. Conséquence, c'est au consulat du Caire exclusivement que l'on traite désormais ce type de dossier. 5000 demandes supplémentaires du jour au lendemain et pas un employé de plus. Tant pis si l'on doit patienter, tant pis si l'on a fait 3 heures de route et tant pis si l'image de la France accueillante en souffre. Vous attendez depuis quelle heure? Depuis 1h30 presque. Pourquoi? Pour prendre l'application, le formulaire, si vous voulez dire. Le service des visas est engorgé. On compte 8 à 9 agents là où les Américains en ont une trentaine. Et l'on a beau être les seuls Européens à avoir mis en place un système biométrique dernier cri, en été, on est incapable de donner un rendez-vous à moins de 9 semaines. À force de rogner sur les moyens, on finit par toucher l'os. On retarde parfois la maintenance de certains équipements, les climatiseurs, les photocopieurs, les télécopies, ce genre de choses. On réduit les tournées consulaires, on réduit les rencontres avec la communauté française. Baisse des effectifs, économie de bout de chandelle, primes réduites. Ça fait des années que les conditions de travail des fonctionnaires du ministère se détériorent. À tel point qu'il y a 4 ans, et pour la première fois de leur histoire, les personnels du Quai d'Orsay ont protesté contre le manque de moyens. Sans argent, sans argent, sans argent, sans argent. Depuis, les conditions de travail ne se sont pas améliorées. En 8 ans, les moyens de fonctionnement ont baissé de 20%. Sur les 10 dernières années, le ministère a réduit ses effectifs de 11%. Pour Louis Dominici, syndicaliste et ancien ambassadeur, la France perd du terrain. On le cache aux Français. C'est toujours la même chose. On appelle modernité la réduction des effectifs. On appelle gain de productivité la réduction des moyens. On appelle réforme stratégique un nouvel habillage des réductions de la coordination même de la politique extérieure de la France. Donc on a vu tout ça sans arrêt. Et quand on vient nous dire encore on peut faire mieux avec moins, c'est qu'on veut faire carrière, c'est qu'on est chargé de faire ça. Mais personne n'y croit. Selon le ministère, il n'y a guère le choix. Sa dernière initiative est toute symbolique. Les salons de l'hôtel du ministre. Ils étaient parfois prêtés. Depuis 1 an, on les loue. Ce soir, par exemple, c'est un grand groupe pharmaceutique qui s'offrira les ors de la République. Autre exemple, on a réduit le parc automobile du ministère. Moins de voitures de fonction. Pour les trajets parisiens, on encourage désormais les déplacements à vélo. C'est encore embryonnaire, mais c'est un début. Il n'y a pas de petites économies. Mais ce sur quoi les gestionnaires comptent beaucoup, c'est l'emménagement dans de nouveaux locaux. Pour la petite histoire, il s'agit de l'ancienne imprimerie nationale. Le ministère a racheté 325 millions d'euros, ce que l'État avait vendu il y a 5 ans, 85 millions. En termes immobiliers, c'est un fiasco. En termes de gestion des coûts au quotidien, en revanche, on fera effectivement des économies puisque seront ici réunies 1300 personnes, aujourd'hui éparpillées sur 4 sites. On fait un certain nombre d'économies d'échelle, en termes de maintenance, en termes de fluide, en termes de restauration collective, en termes de transport entre les sites, en termes de gestion du courrier. Mais la plus grosse réforme reste à venir. On n'échappera pas au reformatage de notre réseau diplomatique.
C'est ce qui a été confirmé il y a quelques semaines à la conférence annuelle des ambassadeurs, la réunion de rentrée où sont annoncées aux diplomates les grandes lignes de la politique extérieure de la France. Les opérateurs, et je partage avec Alain Juppé. Bernard Kouchner veut suivre les recommandations du livre blanc remis par Alain Juppé et Louis Schweitzer sur la diplomatie française. Il ne s'agit pas de réduire une nouvelle fois le budget, mais de redéployer les moyens. Il y a beaucoup à faire dans la remise en ordre du réseau consulaire. Avons-nous encore besoin de consulats pour protéger nos ressortissants dans les pays de l'Union européenne? C'est une question qu'il suffit de poser pour avoir des éléments de réponse. Concrètement, la France va réduire le nombre de ses consulats européens et profiter des économies faites pour se redéployer sur les grands pays émergents comme l'Inde ou la Chine. Vous voyez bien que si nous voulons être mondiaux, il faut que nous soyons implantés dans les grands pays émergents, puisqu'ils vont peser de plus en plus sur le monde. Il faut qu'il y ait dans ces pays émergents une partie de l'élite qui se dise « la France, c'est quelque chose. La France, c'est un grand pays politique, un grand pays économique, un grand pays scientifique et universitaire. » Officiellement, tous les ambassadeurs se félicitent de la réforme à venir. Elle promet l'amélioration de l'efficacité du réseau. Mais si l'on écoute bien les discussions que les diplomates ont entre eux, on se rend compte que beaucoup s'inquiètent pour leur chapelle. Qu'est-ce que je vais avoir autour de moi pour travailler? Ça, c'est évidemment la question que chaque ambassadeur se pose. L'inquiétude est quand même toujours là que, au fond, tout ceci est un habillage pour justifier des réductions de crédit, qu'il y aura les réductions de crédit et qu'il n'y aura pas la réforme. Le budget du ministère, auquel on reproche parfois ses fastes, est de 4,5 milliards d'euros. Ça représente à peine plus d'1% de celui de l'État. Du point de vue financier, c'est l'un des plus petits ministères et il n'est pas prévu d'en augmenter les moyens de fonctionnement, bien au contraire. Dans cette belle photo de famille, qui seront les nantis et qui les parents pauvres? Que penser d'une réforme à laquelle on n'a promis aucun moyen? La diplomatie française réussira-t-elle son pari de faire mieux avec moins? Ou lui faudra-t-il, malgré ses efforts, revoir ses ambitions? La France perd-elle vraiment de son influence sur la scène internationale? Nous avons demandé son avis à Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Un observateur attentif de la planète Terre. Une défense qui est en difficulté, en tout cas sur un plan budgétaire, et maintenant une diplomatie qui, elle aussi, cherche de l'argent frais, ferme des consulats, ferme des représentations, ferme des alliances françaises. Est-ce que vous diriez que la France est en train de devenir une puissance moyenne ? Ce qu'il faut voir, c'est que les conditions même de la puissance ont changé. Il ne faut pas avoir la nostalgie de Louis XIV ou de Napoléon Ier. D'ailleurs, il faut se rappeler dans quel état l'un et l'autre avaient laissé le pays. Ça dépend si on prend Napoléon Ier à Austerlitz ou à Waterloo. Donc, c'est pas forcément sur cette aune-là qu'il faut juger. Aujourd'hui, la puissance est émiettée. Vous avez 200 États pratiquement. Vous avez les ONG, vous avez les firmes multinationales. Les gens, les acteurs qui pèsent sur les sciences internationales sont de plus en plus variés. Et un pays, fût-il important, fût-il puissant, ne peut pas seul organiser les choses. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes n'y arrivent pas. Et donc, on ne peut pas demander à la France, à elle seule, de régler le problème des équilibres nord-sud, du Proche-Orient, où elle ne peut le faire que avec des coalitions multilatérales, en essayant de lancer ou de s'associer à des processus collectifs. Et précisément, est-ce qu'il ne serait pas plus réaliste de dire aujourd'hui moins de moyens, moins d'ambition ? Nous sommes plus raisonnables. Est-ce que politiquement, c'est quelque chose qui serait acceptable? Là, c'est un peu une sorte de cercle vicieux. Parce que si vous annoncez ça, eh bien, la France est quand même traditionnellement, depuis au moins la Ve République, et même depuis bien plus longtemps, finalement, une tradition qui remonte à la Révolution française, vue comme un pays spécifique, comme un pays un peu à part. Si nous disons, nous rentrons dans le moule, nous rentrons dans le rang, et puis voilà, on va être un pays qui n'a plus réellement d'opinion sur l'état du monde, qui n'essaye plus de le façonner, ou plutôt
plus exactement de contribuer à le façonner, parce qu'une fois encore, un pays seul ne peut pas le faire. Mais si nous renonçons à cette ambition collective, eh bien nos entreprises seront moins vues à l'étranger, nos exportations diminueront et nous serons moins visibles. Donc notre intérêt est de continuer à vouloir peser sur le cours des choses de façon positive, en essayant non pas d'imposer aux autres des décisions, mais en apparaissant comme un pays qui veut participer avec bonne volonté à l'élaboration de règles collectives pour le plus grand bien de tous. Au risque tout de même que le discours soit en complet décalage avec la réalité du terrain. Tout dépend quel est le discours. Si l'on reprend les discours traditionnels sur la France éternelle qui éclaire le monde, on fera rigoler partout ailleurs. Donc il faut éviter... Le président de la République a une ambition tout de même pour, oui, mais pour la France. C'est différent d'avoir une ambition en disant la France est encore un acteur international important que de penser que la France décide du cours des choses. Il faut renoncer à cette illusion qui est contre-productive. Il ne faut pas que l'on puisse dire que la France voyage en première avec un billet de seconde. Et donc il faut être effectivement réaliste. Et l'ambition, c'est ça, c'est le réalisme. Si l'on veut modifier le cours des choses, il faut partir d'un constat exact et pertinent de la situation. Et donc, une sorte de réel politique qui n'est pas un renoncement, mais qui est plutôt un diagnostic exact. Si vous voulez guérir un malade, il faut que le diagnostic soit exact au départ. Et donc, c'est surtout et avant tout avec un diagnostic exact de la société internationale et des remèdes y apportés qu'on pourra le faire, en n'ayant pas l'illusion qu'il suffit que la France le dise et le veuille pour que cela soit mis en œuvre. On l'a compris, ni notre armée ni notre diplomatie ne pourront plus agir seuls face aux enjeux planétaires. Notre carte, c'est l'Europe. Encore faudrait-il accorder à cette Union européenne toute l'attention qu'elle mérite. Et ici, au Parlement européen à Bruxelles, eh bien, les Français n'ont pas toujours la cote. À tort ou à raison, regardez l'enquête de Jeff Wittenberg et Jean-Marie Lecartier. L'Europe de Bruxelles. Elle incarne pour beaucoup de Français la bureaucratie, l'éloignement. Une machine froide qui ignore les citoyens. Qui en tient vraiment les commandes, on ne sait pas. Bruxelles et ses 30 000 fonctionnaires, ses 350 interprètes. On traduit de l'allemand en espagnol, du suédois en grec. Que pèse encore la France dans cette tour de Babel? En séance plénière, c'est le vote à la chaîne, jusqu'à 300 textes en une journée. La France n'est qu'une nation parmi 27, même si jusqu'à la fin de l'année, elle préside l'Europe. C'est une des priorités de la présidence française, qu'une politique de défense européenne soit menée à bien. Alors pendant 6 mois, on reparle de l'influence française, un rêve impensable après le non-référendum en 2005. Il faut en profiter. La prochaine fois, ce sera dans 13 ans. On est loin du bon vieux temps de l'Europe des 6, les années 60, les années de Gaulle. Il faut prendre les choses comme elles sont. La France alors fronçait les sourcils et la CE, comme on disait à l'époque, s'exécutait. Il fut un temps où la France voyait l'Europe et la construction européenne comme un moyen de projeter la France. Je pense que maintenant la France voit l'Europe d'une manière différente. En 2008, la France n'est plus gaulliste, mais encore un peu gauloise. Le côté gaulois, c'est un petit peu de chanter comme le coq en pensant que tout le monde est à l'écoute. Et je crois que ça, quelquefois, indispose nos partenaires. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous arriverons en gare de Bruxelles-Midi. La France qui agace ses partenaires et l'Europe, souvent mal vue en France. Un mal que connaissent bien ces voyageuses, elles sont eurodéputées. Et en fait, il y a une télévision strasbourgeoise qui a filmé. Première chose à savoir lorsqu'on est un parlementaire européen, on ne croise pas souvent les journalistes. Les médias français, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont de 4 colonnes, ils sont à l'Assemblée nationale, le mardi, le mercredi, ils font les petites phrases, des toutes petites phrases. Les députés français, en général 5 secondes, aucune question sur le fond, uniquement de la politique politicienne, et tout le monde est ravi comme ça. Manque de considération des médias, indifférence des citoyens, l'abstention bat des records aux élections européennes,
et même des intérêts des collègues. On est un petit peu toujours considéré par nos partis un peu comme la dernière roue du carrosse politique. Moi, j'étais députée nationale il y a une dizaine d'années. Eh bien, je reconnais que les après-midi de transposition des directives européennes, parce que c'était pas dans notre culture, on laissait ça à quelques spécialistes de l'Europe. Les affaires européennes ne sont pas considérées à Paris comme des affaires essentielles. Et très souvent, moi, je me souviens de discussions où on disait, quand les fonctionnaires de haut rang disaient « Ah, on nous envoie à Bruxelles », genre, c'était pas forcément une promotion. C'est terrible. La modestie s'impose aux eurodéputés. Lorsqu'ils débarquent de leur Thalys à Bruxelles, non seulement les étiquettes politiques s'estompent, mais les privilèges sont restés à Paris, ils le savent. Ce n'est pas la limousine qu'attend la délégation. Non mais derrière tu vas être bien, tu vas prendre une femme sur les genoux. Il y en a une devant. Tout le monde dans le minibus, comme des collégiens. Direction le Parlement. Ici, les Français sont anonymes. Vu de haut, on hésite entre la salle de marché high-tech ou le hall d'un casino. Vu du sol, la fourmilière révèle des visages inconnus pour la plupart et des surprises. Au milieu des eurodéputés, un moine tibétain. En cherchant bien, on finit par reconnaître des têtes familières. Michel Rocard, Catherine Trautmann, Jacques Toubon. Les eurodéputés sont souvent d'anciennes gloires nationales. Il faut voir, au moment des alternances, on voit arriver des anciens ministres qui se recasent au Parlement européen parce que c'est chauffé, c'est bien payé, ils sont confortables, on leur pose pas trop de questions. Et si on veut rien faire au Parlement européen, on vous laisse rien faire, hein, c'est pas un problème. On va dire au revoir, et toi tu lui dis au revoir au Premier ministre. Frank Schwalba-Hoth, ancien député des Verts allemands, est un vieux routier du Parlement européen et aussi, il est célèbre pour ça. Un original qui connaît tout le monde. Secrétaire général des Verts, oui. Et ça, c'est quelqu'un qui est archi sympathique. Ici, il a été, dans les années 90, un Premier ministre de l'Estonie. Viva l'Estonia! Vive l'Estonie! Vive l'Estonie! Pour beaucoup des Français, c'est une grande catastrophe. Tu arrives ici, tu es maire ou tu es n'importe quoi, ancien ministre, et les gens ne te connaissent pas. Ça ne dit rien aux gens. Madame Dati est arrivée aujourd'hui, la petite là. Ouais. Rachida Dati. Oui, dans ce cas, beaucoup de monde n'a pas compris qui est cette femme. Oui. Peu reconnus, les eurodéputés français ne se bousculent pas à Bruxelles. Pour l'assiduité, la France se classe parmi les derniers. Philippe de Villiers détient le record des absences. D'autres, comme Vincent Payon ou Jean-Marie Le Pen, sont un peu plus assidus. Il faut dire que venir présente un avantage concret. Il y a une obligation à être présent? Il n'y a pas une obligation sanctionnée pénalement, mais il y en a une qui est sanctionnée financièrement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, vous perdez une grande partie de vos indemnités. On est en tout cas loin de la discipline germanique. L'Allemagne, pays le plus peuplé d'Europe, a le plus grand nombre de députés. Et outre-Rhin, pas de cumul des mandats comme en France. Les eurodéputés allemands ne font que cela. Résultat, ils siègent en masse, ils sont puissants. Le président du Parlement, Hans-Gert Pöttering, est un conservateur allemand. Dans pratiquement tous les domaines qui touchent la vie quotidienne, l'Europe légifère. Des taux de TVA aux normes de pollution, des règles pour les immigrés au droit syndical. Plus un pays est influent, plus les décisions prises à Bruxelles lui sont favorables. Et les députés sont courtisés dans leur propre maison. Scène inimaginable à Paris, au Palais Bourbon. Remise de tracts comme à l'entrée de la fac. Élus, industrie, associations humanitaires ou écologistes. Tout le monde a une cause à défendre et des députés à influencer. Ces étudiants slovaques ont été embauchés pour distribuer un projet de loi. Excusez-moi, je peux vous donner cette déclaration écrite? Vous allez voir, c'est très intéressant. Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais la regarder. Donnez-la moi.
Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je propose aux gens un texte à propos des produits de contrefaçon. Je crois que c'est un très bon programme à suivre pour l'Union européenne. Ambiance de forum dans les couloirs, décontraction dans l'hémicycle. Sauf les jours de vote en séance plénière, tout ou presque est permis dans ces travées. On peut apporter son manger, on peut passer un coup de téléphone, on peut même, sans être membre du Parlement, entrer à l'intérieur, se mêler aux députés pour défendre les intérêts d'une entreprise ou pour avoir des informations de première main. Cela s'appelle le lobbying. Ce lobbyiste français est venu surveiller un vote. Il confronte ses notes avec celles de son collaborateur. Ça va, tu as réussi à prendre des notes. Sur le moment où tu n'étais pas présent, j'ai pris quelques notes, donc on pourra les échanger ensuite. Le débat sur la taxe CO2, sur le quota d'émissions de carbone, est important pour nos clients, en particulier parce qu'une taxe européenne sur le carbone peut les mettre en difficulté par rapport à leurs concurrents non européens. D'accord. Et vos clients, là, c'est qui en l'occurrence? Eh bien là, l'industrie chimique est intéressée, les cimentiers sont intéressés, tous les industriels qui produisent du CO2 sont intéressés. Le lobbying est une activité au grand jour, toujours bien ciblée et surtout, toujours bien située. À 2 pas du Parlement, les Amis de la Terre dénoncent la pollution automobile. L'Association des défenseurs de l'industrie du tabac, elle, a élu domicile en face de la Commission européenne. Champion du lobbying, les Britanniques. Une belle anglaise dans le parking, nous voici chez G+. Moyenne d'âge, 25 ans. Tous ces jeunes gens parlent au moins 4 langues. Cécile, do we need to do anything for this? Chez G+, les clients s'appellent Microsoft ou Toyota. Mais le budget maison, c'est Gazprom. Le géant russe de l'énergie verse plus de 300 000 € par an à G+. À ce prix, G+, travaille en toute confidentialité et soigne son client. Je suis en train de faire des recherches sur des députés. Je vérifie que les coordonnées, l'adresse et l'email sont corrects. L'argent n'a pas d'odeur, sinon celle du gaz naturel. G+ a pour mission de changer l'image de Gazprom. Les gens disent mais Gazprom on ne fait pas confiance. Donc il faut, avec les informations, avec une amélioration de la capacité de communiquer à Bruxelles et dans les pays membres, on essaye de mieux profiler l'entreprise. Et c'est pour ça que vous avez engagé aussi des personnes... Oui, on a lituanien, on a, je ne sais pas, 6, 7 ou 8 nationalités dans cette équipe. Et chaque matin, Gazprom a même droit à sa revue de presse internationale pour mieux orienter sa communication. Je regarde les nouvelles de Turquie. Je suis responsable du marché turc. Aussi, je surveille ce qu'on dit là-bas sur le conflit entre la Géorgie et la Russie. Le patron vient du Royaume-Uni, un pays eurosceptique. C'est peut-être un avantage par rapport aux Français. Avec la France, un pays fondateur de l'Union européenne, qui a beaucoup d'influence, qui est très très présent à Bruxelles, peut-être que certaines entreprises sont un peu relaxes. Ils se disent mais le gouvernement fera tout pour nous, donc nous on ne doit pas faire nos propres efforts. Il y aurait 15 000 lobbyistes à Bruxelles, presque autant qu'à Washington. Combien de Français? Quelques dizaines. En progrès, mais encore très loin des anglo-saxons. Les jeux d'influence décisifs pour peser sur les lois européennes ne sont pas dans notre culture. Merci. Nous n'avons pas assimilé, je m'excuse de cet anglicisme, on n'a pas encore assimilé en France ce qu'était la culture de l'influence ou du soft power. Les décideurs, les responsables économiques et sociaux ne vont pas assez voir effectivement les parlementaires qui sont en charge des dossiers, c'est vrai, par rapport à d'autres. Ce que font très bien les Allemands, ce que font très bien les Britanniques, ce que font très bien d'autres pays, le font moins bien. Les entreprises font du lobbying, les régions s'y mettent à leur tour. Et là encore, la France a du chemin à parcourir. Je vous ouvre la porte
après le drapeau à gauche. Bienvenue dans la maison de la Bavière, à 100 mètres du Parlement européen. Le Land allemand reçoit dans ses murs depuis l'an 2000. On a acheté ça parce que ça c'est une situation idéale pour nous. Au milieu des instituts européens, vous voyez par exemple ici les parlements européens. Les questions des politiques européennes sont au cœur de nos politiques en Bavière. Ici siégeait autrefois l'Institut Pasteur de Bruxelles, mais on se croirait plutôt dans un château. Sa rénovation luxueuse a coûté 29 millions d'euros. La Bavière voit grand pour ses invités. Alors, ici, vous voyez notre grande salle pour de très grandes réunions et conférences sur toutes les politiques européennes qui... Enfilade de micros, cabine de traducteurs. L'équipement dernier cri est digne d'un ministère. Et pour convaincre définitivement ses interlocuteurs, la Bavière cache un petit secret au sous-sol. Ici, vous trouvez notre cave de la bière, comme dans la Bavière, par exemple à Munich. C'est très, très important à représenter aussi sa culture. Ici, on discute beaucoup de choses, mais dans une ambiance un peu plus convenable. Ça facilite les choses parfois. Tellement convivial, la cave à bière accueille 2 réunions entre guillemets par jour. Vous avez soif? Nous sommes la 3e région européenne pour l'activité économique. Nous avons l'industrie automobile avec BMW. Par rapport aux futures taxes sur le CO2, c'est très important de défendre nos intérêts à Bruxelles. Et les régions françaises alors? Nous nous sommes rendus au siège bruxellois de l'une d'elles. Là, on arrive chez vous, là. Oui, de la région Aquitaine à Bruxelles. Loin de l'ambiance grand siècle de la Bavière, l'Aquitaine se débrouille dans des locaux confortables, mais modestes. En principe, mon deuxième collaborateur et la stagiaire qui sont dans ce bureau et qui ne sont pas là aujourd'hui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Mon assistante Chantal Maudio. Bonjour. Bonjour. Nous, à 4 ici, on ne peut pas avoir la même force de frappe qu'un land allemand avec 30 collaborateurs qui sont l'un responsable de la formation professionnelle, l'autre est transport, etc. Le lobbying de l'Aquitaine n'est pas inutile. La région réussit par exemple à influer sur le tracé du futur TGV vers l'Espagne. Elle reçoit des subventions, environ 700 millions d'euros pour l'Aquitaine sur 7 ans. Une vraie manne, mais qui le sait? Les Français sont souvent ingrats avec Bruxelles. La satisfaction? Oui, allô? Ce n'est pas le genre de la Maison France. Ja klar, und da würde ich sagen, dann fußt du dir weh. Daniel Cohn-Bendit, eurodéputé depuis 14 ans, est frappé par une attitude bien française. Quand vous allez en Espagne, vous avez des bâtiments, une route, il y a des grandes affiches. Cette autoroute a été construite, ce bâtiment a été rénové grâce aux fonds de l'Union européenne. Vous allez en France et cette autoroute a été construite, ou ce bâtiment, grâce aux fonds du conseiller général, M. Trucmuche, UMP, ou socialiste, ou je ne sais pas quoi. Alors que les 3/4 des fonds viennent de l'Union européenne, mais le conseil général, lui, s'affiche. S'afficher, voilà peut-être le péché mignon de la France. Il suffit de lever les yeux dans le hall du Conseil européen. Le pays qui préside l'Europe choisit la décoration. La France a fait installer un immense ballon aussi grand qu'une montgolfière. Bien sûr, le vieux pays fondateur garde ses influences traditionnelles, la diplomatie et l'administration. Le travail de l'ambassadeur Pierre Sellal et de ses équipes est reconnu. L'homme sait nouer des alliances et obtenir des résultats favorables aux intérêts nationaux. Il a particulièrement soigné la présidence française. Tout l'art d'une présidence est d'essayer de faire cheminer le dossier de manière à faire mûrir une décision, à triompher progressivement des obstacles, des oppositions pour enregistrer un consensus. Les Français peuvent donc avoir du doigté. Hélas pour eux, on leur reproche aussi parfois leur ton, pour ne pas dire leur morgue.
c'est vrai. Et en plus, ils vont les fabriquer maintenant. Non seulement ils les fabriquent en Hollande, mais ils vont les fabriquer en Pologne. Le problème, c'est les drogues. Celui qui s'exprime, Jacques Barrot, est le seul commissaire européen français. Chargé de la justice et des affaires intérieures, ce jour-là, il s'énerve contre la politique des Pays-Bas en matière de drogue. Non, je ne parle pas de demain, je parle de la charte demain. Mais le plan d'action, la charte, elle est bien là. Oui, elle est là. La France n'a pourtant pas de leçon à donner. Ses gouvernements ne respectent ni la discipline budgétaire, ni les directives qui l'embêtent. Ainsi, depuis 1975, elle est en infraction sur le traitement des nitrates en Bretagne. 30 ans que la France est poursuivie, et là, elle est à deux doigts de payer des centaines de millions à la Cour de justice pour ne pas s'être mis en conformité. Alors d'un côté, vous avez le risque d'une facture de centaines de millions d'euros sur le budget communautaire. De l'autre, des gens qui disent ici, ça suffit les Français, 30 ans que vous nous promettez, alors on va fermer vos exploitations. Donc des mecs qui risquent de se suicider. Donc on a le choix entre des suicides ou une facture qui vous fait cher du kilo de cochon. Les Français, comme les Italiens, je dirais, vraiment c'est les deux peuples latins de l'Union européenne, ont l'impression que bon, on négocie un texte et puis on ne l'appliquera pas, on s'en fiche un petit peu. C'est pas comme ça qu'on gagne le respect des autres. Je veux dire, évidemment, pourquoi est-ce que les Allemands sont si puissants en Europe? Pourquoi est-ce que les Allemands sont si écoutés? Tout simplement parce qu'ils appliquent les règles du jeu, parce qu'ils respectent la règle du jeu commune, ce que ne font pas les Français. L'effondrement du faux plafond de l'hémicycle du Parlement européen. Dans ces conditions, on ne s'étonne pas de la jubilation des détracteurs de la France l'été dernier. Le ciel est tombé sur la tête des Gaulois, le faux plafond du Parlement de Strasbourg s'est écroulé. Heureusement, l'hémicycle était vide ce jour-là. Pendant 2 mois, finit la transhumance. La transhumance comprenait le déménagement mensuel de toute une assemblée. 10 camions qui font la navette, 120 personnes mobilisées, 3000 cantines, ces grosses malles en plastique contenant les affaires des députés. Tout cela pour siéger 4 petits jours par mois à Strasbourg, coût annuel de ce nomadisme, 200 millions d'euros. En septembre, tout a eu lieu au Parlement de Bruxelles. On l'appelle ici le caprice des dieux. Et pour nos amis d'outre-Manche, mieux vaut le caprice des dieux que le caprice de la France. C'est ridicule. 2 sièges pour un Parlement, personne ne trouve ça sérieux. Mes électeurs considèrent que c'est un terrible gâchis. 200 millions d'euros par an perdus en taxes européennes, c'est dément. Casque de chantier sur la tête pour rappeler les gravats de Strasbourg. Les eurodéputés britanniques se sont offerts là un joli coup de pub. Un couvre-chef pour se payer la tête des Français. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Avec ces hommes politiques mal à l'aise sur la question européenne, avec ces régions qui manquent de puissance, avec ces entreprises qui ont pris du retard dans la pratique du lobbying, la France peine à s'adapter à l'Europe des années 2000. C'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Il existe pourtant des chemins à explorer pour préparer l'avenir. C'est la conviction d'un spécialiste en intelligence économique. Il s'appelle Jean-Philippe Mousnier. Il enseigne à l'Institut catholique de Paris et sillonne la planète à la recherche d'idées nouvelles. Jean-Philippe Mousnier, la France perd de son influence sur le terrain militaire, sur le terrain diplomatique. La question européenne est abordée en catimini. Est-ce que vous pensez que c'est rédhibitoire? Je crois, par rapport à ce monde qui disparaît, que tout ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant doit sérieusement se remettre en question. Et là où on était bon sur des choses qui sont moins pertinentes aujourd'hui, que ce soit le réseau diplomatique, que ce soit la puissance militaire, que ce soit tout simplement les communications internationales. Par contre, émergent de nouvelles technologies, émergent des nouveaux savoirs, émergent des nouvelles formes d'intelligence. Et là, il faut se positionner sur le point de départ de ces leviers du monde de demain. Sur ces questions précisément de prospective et d'avenir, est-ce que la France est en retard? Est-ce qu'elle est absente dans tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui? Non, elle est présente dans les lieux où elle a toujours été présente. Vous la voyez à l'UNESCO, à l'ONU, etc., dans les bonnes conférences et aux beaux endroits. Elle tient sa place
même plutôt plus que d'autres pays. Par contre, elle n'est pas forcément dans les lieux émergents. Je prendrai juste un exemple. Il y a 15 jours, le 12 septembre, un grand rassemblement international qui se réunit tous les ans, qui s'appelle Interdependence Day, réunissait 1 millier de personnes, dont 150 à 200 personnes influentes, qui réfléchissent ensemble sur l'évolution du monde, l'évolution des tendances, des crises, des ruptures. Il y avait un seul Français dans l'ensemble des participants, Michel Rocard, qui était là parce qu'il avait animé et reçu Interdependence Day il y a 3 ans. Cette absence de la France dans un lieu qui est un lieu sensible, où on peut entendre des choses, on peut sentir les stratégies de demain commencer, ou tout le moins les espaces de liberté de demain commencer à apparaître, me paraît caractéristique. C'est un lieu où il aurait fallu qu'il y ait un certain nombre de personnes venues écouter, confronter, entendre les frémissements qui seront peut-être importants pour les stratégies. Mais pourquoi nous sommes absents de ces lieux précisément ? Parce que ce n'est pas sérieux, c'est organisé par des associations, parce qu'il n'y a pas un label avec un gouvernement, un ministère, etc. dessus. Donc tout le monde étant débordé, on donne la priorité au côté hiérarchique et institutionnel et pas forcément au côté stratégique. Donc les choix, selon vous, ne sont pas les bons. Les choix qui sont faits aujourd'hui ne sont pas les bons. Je crois, pour résumer, on passe d'un jeu d'échecs à un jeu de go. Le jeu d'échecs se joue dans une stratégie à 5 coups, 6 coups, 7 coups d'avance, où chaque pion a sa valeur importante, où il y a une règle pour chaque pion, une règle sur le jeu. Le jeu de go est un échiquier, où on gère des libertés. On n'encercle surtout pas l'adversaire. On le laisse vivre en lui donnant l'impression qu'il a sa propre stratégie. Mais on est sur les 4 ou 5 points qui sont les points qui commandent l'échiquier. Je crois que c'est la vision que j'ai vraiment, et de la diplomatie, et de l'internalisation du monde économique, culturel, etc. Il y a 4 ou 5 endroits où il faut être, et à partir de ces endroits, sans savoir comment aujourd'hui, c'est de là qu'on dominera et maîtrisera des régions économiques complètes. Et si nous sommes d'aussi mauvais joueurs, comme vous semblez le dire, c'est parce que nous sommes peut-être un peu enfermés dans notre passé, notre prestige passé, notre histoire ? Et vous me donnez envie de faire un très mauvais jeu de mots, c'est on attaque le jeu de Go, mais en ayant emporté les pièces du jeu d'échecs. C'est un petit peu la situation que je vois aujourd'hui. On veut reproduire des logiques parce qu'elles ont marché, et on a bien compris en même temps qu'on était plus sur le même territoire, sur les mêmes enjeux. Aujourd'hui, c'est une ONG, aujourd'hui, c'est une association, aujourd'hui, c'est une personne qui s'élève toute seule, qui va mobiliser la totalité de la communauté hospitalière pour la réparation des dommages à une victime, pour la modification de processus thérapeutiques, etc. Ça ne s'était jamais vu avant. Ça ne coûte rien, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'écoute. Mais quelle est la responsabilité de nos dirigeants dans cette affaire ? Faire des priorités, faire des choix. Faire des priorités, ça veut dire accepter de prendre des risques sur des choses qui sont incertaines aujourd'hui. Par exemple, la promotion de l'architecture française à l'étranger. Par exemple, le Louvre d'Abu Dhabi. Par exemple, la culture française en Afrique. C'est ça qui portera le rayonnement de la France demain. La culture précédera l'économique, mais c'est sûr que c'est un excellent cheval de Troie. Notre langue, notre culture, voilà un formidable instrument pour exister. Depuis des siècles, des auteurs de théâtre, des écrivains, des artistes font rayonner le français à travers le monde. Et dans 4 jours s'ouvre à Québec le 17e sommet de la francophonie. Le français peut rester un levier d'influence, mais est-ce que tout le monde ici en France l'a vraiment compris ? Reportage d'Isabelle Bechler et Olivier Robert. Mesdames et messieurs, saluons le drapeau olympique. C'est bien la langue de Pierre de Coubertin que les 4 milliards de téléspectateurs ont entendu en premier pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin.
Les Chinois sont légalistes, pas question pour eux de déroger à la charte olympique. Le français doit être partout. Une belle victoire pour la francophonie et ses chefs d'État qui depuis plusieurs années se mobilisaient pour que le français retrouve toute sa place comme langue officielle de l'olympisme. Il ne faut pas céder un pouce. La francophonie, ça ne doit pas être une lassitude, ça ne doit pas être un vieillissement. C'est le 21e siècle, c'est la diversité culturelle. La diversité, c'est la valeur moderne. La francophonie, la diversité culturelle, la diversité linguistique sont des valeurs modernes. En cas de problème, vous pouvez demander de l'aide aux volontaires présents dans le stade. Mais dans les coulisses du nid d'oiseau, il valait mieux ne pas trop avoir besoin d'aide en français. Excusez, bonjour, est-ce que vous parlez français? Est-ce que vous parlez français? Non. Vous parlez français? No. Oh, I'm sorry, sir. Do you speak English? Yeah. You don't speak French? No, not French, but English. Yeah. Pas un bénévole francophone à l'horizon. Ludo. Il y aurait bien Ludo qui parle français, mais il n'est pas là. Ici, pas de brochure d'orientation dans notre langue non plus. Finalement, la chef des bénévoles prend les choses en main. Il faut trouver Ludo. Le francophone, le voici. Bonjour, vous parlez français? Je suis français. Dans mon équipe, on est un, c'est moi. Il y a en fait une chinoise de nationalité française aussi qui est là, qui doit être sur les rangs au 2e étage ou au 3e. Mais je crois que c'est tout. Français, c'est pas une langue indispensable ici. Le chinois, anglais, c'est parfait, mais français, pas trop. Depuis 30 ans, la Chine s'est ouverte au capitalisme. En même temps, elle a dû embrasser la langue du commerce international, l'anglais. Les Chinois sont des dizaines de millions à l'apprendre et leur but est clair. Make money internationally. 大声说 make money internationally. L'anglais, déjà véhicule de la mondialisation, n'en restera pas là. Downing Street veut pousser encore son avantage. En janvier dernier, le Premier ministre britannique s'est adressé au monde via Internet pour littéralement offrir sa langue à tout un chacun. L'anglais est né ici, mais c'est désormais une langue mondiale. Plus d'1 milliard de personnes le parlent. Je veux aujourd'hui que la Grande-Bretagne fasse un nouveau cadeau au monde, donner à chacun les moyens de l'apprendre, quelles que soient ses ressources ou son isolement. Dans les 5 ans à venir, Londres a déjà prévu la formation de 750 000 professeurs d'anglais pour l'Inde seulement. L'anglais est une véritable déferlante. Pourtant, certains résistent encore avec la dernière énergie. La ville de Québec, 400 ans après sa fondation par le français Samuel de Champlain, est un haut lieu de la francophonie. C'est là que les 7 millions de francophones du Canada organisent leur résistance à la pression linguistique et culturelle des 330 millions d'anglophones d'Amérique du Nord. Et cela passe par une vigilance de chaque instant. Voici le bâtiment qui abrite les sentinelles de notre langue en Amérique, les terminologues de l'Office québécois de la langue française. Leur tâche, ne rien laisser passer. Chaque mot technique nouveau doit trouver son équivalent en français. Pas de chat, c'est un gros mot au Québec. Voilà 10 ans, ils ont inventé clavardage à la place, pour un bavardage sur Internet. Ils ont aussi trouvé pourriel en accolant poubelle et courriel pour lutter contre spam. Des mots parfois désuets, comme binette pour smiley.
La langue de Bill Gates n'est pas la seule à pouvoir être une langue de la modernité. Donc, il faut proposer des choses. On les lance, nous, dans Internet, et on voit si les gens, si ça plaît aux gens, si les gens l'adoptent, tant mieux. Donc, on sent qu'on a fait un petit bout de chemin, qu'on a fait évoluer le français contemporain. Et vous n'avez pas l'impression d'en faire plus que les Français, souvent? Ah ben oui, parce que les Français, en informatique surtout, je pense qu'ils ont un attrait spontané pour l'anglais. Alors nous, on a l'impression parfois qu'ils ne sont pas trop nos alliés. on trouve ça dommage, mais c'est peut-être parce que nous, on est moins nombreux, alors on a à se défendre davantage, simplement. Dans ce Canada ouvert à l'immigration, le Québec a une règle depuis 30 ans. Tout immigrant dans la belle province doit commencer à apprendre le français dans les 3 mois de son arrivée. Et l'administration fait plus que financer les cours. À Montréal, les nouveaux immigrants touchent 400 € par mois pour les inciter à venir en classe à mi-temps. Ce jour-là, un cours consacré aux Québécois de la rue. Et puis Cataline et Christina, bienvenue. Bonjour. Mais ce matin, nous allons travailler des expressions idiomatiques qui sont reliées au temps qu'il fait. Donc, Janaïna, s'il vous plaît, quelle est votre expression? C'est une tempête dans un verre d'eau. William, votre expression? Donner froid dans les dos. Être blanc comme neige. Être en froid avec quelqu'un. Si vous faites des erreurs, je vous fouette. L'expression complète, là, c'est ce qui fait que, OK? Mais vous allez entendre, les gens au Québec vont dire souvent « fac ». « Fac que », ça, vous allez l'entendre. Et parfois même des gens qui vont faire un « fac » sans prononcer le « e ». « Fac ». Fait que l'autobus est arrivé en retard. L'autobus est en retard, fait que je suis en retard au cours de français. Donc, c'est très courant. Les gens vont ponctuer leur discours avec des « ben ». Au lieu d'hésiter puis de faire un ils vont faire « ben ». Et là, ils hésitent, ils réfléchissent. OK? Je suis le lien entre le français normatif et l'usage québécois de cette langue. Entre la rue, je suis un peu leur guide vers la rue pour qu'ils puissent comprendre. Quand on trouve de la gens qui parlent avec un accent très fort québécois, on dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit, mais avec le temps, on s'habitue à l'accent, oui. Maintenant, on est arrivé à comprendre bien les Québécois. Je peux dire un peu mieux que la langue française. Non seulement le français s'est maintenu au Québec, mais il a irrigué les provinces anglophones de la Fédération. En Ontario, à Toronto, où le français est totalement absent de l'espace public, de plus en plus de parents anglophones font étudier notre langue à leurs enfants. Car pour faire carrière au Canada, désormais, il est bon d'être bilingue. De plus en plus de petits anglophones commencent leur scolarité en français. Et ça continue pendant les vacances au centre aéré. Salut les enfants, bonne journée. C'est chat. Chien, chat, quoi d'autre? Chameau. Chameau. Parler français dans la classe et au dehors est obligatoire, car notre langue est une nouvelle corde à leur arc. Au quotidien, ces enfants parlent déjà l'anglais et souvent une autre langue à la maison. Adèle, tu peux terminer? Je parle en coréen. Le lingala. Et je parle en anglais et je parle un peu portugais. Tout est prétexte à communiquer en s'amusant. Allô les amis? Est-ce que vous venez voir Marie pour avoir un petit morceau de pastèque, je vous en prie? Il y a beaucoup d'eau. Au Canada, on a compris que le multilinguisme ne perturbe pas les enfants, bien au contraire. À la langue, ce que l'on trouve, c'est que les enfants, en étant bilingues, enrichissent même leur vocabulaire en anglais. Vous êtes beaucoup plus payé si vous parlez les deux langues que d'en parler qu'une seule. Et la tendance est de plus en plus bilingue.
Dans l'un des quartiers nord de Toronto, à Thornhill, beaucoup d'immigrés déjà anglophones ont bien compris l'intérêt de faire apprendre le français à leurs enfants. Quand on lit les annonces dans le journal, il est toujours question d'emploi bilingue. Toujours. Bien maîtriser le français leur promet un meilleur avenir professionnel. Les Québécois ont prouvé tant et plus qu'on pouvait lutter contre la déferlante anglo-américaine. C'est une barmaid qu'est ma darling, mais in the bed, c'est mon travelling. Québec était donc fier d'accueillir en juillet le congrès des professeurs de français du monde entier qui se tient tous les 4 ans. Une manifestation ouverte par Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, un habitué des lieux. Vous êtes au journée, il va falloir vous enchaîner n'importe comment à Québec. Je cause français. Et l'ancien président sénégalais ne boude pas son plaisir pour la photo de famille avec ses 1500 enseignants venus de tous les horizons. Ce sont les grandes retrouvailles des professionnels de la langue française. Ils représentent les 800 000 profs qui portent notre langue dans le vaste monde. Et c'est en très grande partie grâce à vous si le français est aujourd'hui encore enseigné sur les 5 continents. Apprendre et parler une langue, c'est en dernière analyse faire acte d'amour. Abdou Diouf est l'héritier de Léopold Sédar Senghor, le poète, le champion de l'indépendance du Sénégal. Un des tout premiers à convaincre De Gaulle de construire un espace politique autour de la langue française. Parce que nous sommes enracinés dans la négritude et très profondément, nous avons besoin de la langue et de la civilisation française comme apport complémentaire, comme pollen. Comme le disait le général de Gaulle il y a 20 ans, l'avenir est au métissage et d'abord au métissage culturel. Si le métissage s'est pratiqué au jour le jour dans les écoles coloniales françaises d'Afrique et d'ailleurs, c'est en dépit d'un discours dominant profondément empreint de racisme. L'enseignement des maîtres français a pour but d'élever les coloniaux jusqu'à les rendre dignes d'exercer des fonctions publiques. Souvent, le français a permis à différentes ethnies de communiquer entre elles. Pour moi, la langue française était délicieuse comme une confiture. Il a aussi construit une véritable communauté coloniale puis post-coloniale qui tendait à avoir des valeurs communes. Car la langue véhicule une pensée, qu'on en soit conscient ou non. Au Tonkin, l'université Hanoï forme des avocats, des médecins. La France était fière de sa mission dite civilisatrice. Il y avait 1 million d'élèves dans les colonies en 1941 quand l'Empire comptait 100 millions d'individus. Aujourd'hui, 200 millions d'humains parlent notre langue. Très vite, la France sera mise au pied du mur des indépendances, mais l'héritage linguistique ne sera pas remis en cause. La francophonie politique s'est constituée dès 1970. Son centre de gravité était très nettement au sud, avec 15 anciennes colonies de la France et de la Belgique. Aujourd'hui, la francophonie compte 55 membres de plein droit, 13 observateurs et de nombreux candidats. La langue française est langue officielle dans 33 pays du monde. Elle est la 2e langue utilisée dans les organisations internationales. Le rayonnement de la langue française excède celui que nous vaudrait normalement notre puissance économique, militaire, notre poids démographique. Il y a un excès d'influence, si vous voulez, qui est lié à la répartition de la langue française dans le monde. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nos diplomates sont si attachés à la défendre, parce qu'ils sentent très bien qu'elle a un instrument d'influence. C'est grâce à cette influence sans doute que la France, avec ses amis, a pu faire voter la Convention sur la diversité culturelle en 2005 à l'UNESCO, contre les États-Unis. Cette convention stipule que la culture n'est pas une marchandise comme les autres. Elle reconnaît de fait le concept d'exception culturelle. L'amour
s'exprime avec des mots comme ça, des mots de tous les jours. On pourrait penser dès lors que notre pays chouchoute les professeurs de français qui luttent contre l'anglais omniprésent. Or, les crédits alloués à notre diplomatie culturelle baissent chaque année. Trop souvent, les moyens font cruellement défaut. Là où les Britanniques font le plus gros effort, en Inde par exemple, enseigner le français relève du sacerdoce. Nous avons des classes nombreuses, vraiment 80, 90, même 100, 120 étudiants dans une classe de langue. Et on n'a pas vraiment de support audiovisuel. Ce qu'on a créé parfois pour animer une classe de langue, même pas un micro pour parler à des grandes classes comme ça. On ne peut pas acheter les livres en Inde très facilement. Il faut les commander et puis ça coûte cher. Parce qu'elle a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité, la France va même jusqu'à décourager ses plus fervents avocats. Quand quelque part, pendant 15 ans, 20 ans, on a enseigné la langue française sans avoir aucun bain linguistique, quand on a toutes les difficultés du monde pour accéder à ce petit parchemin qui vous permet d'arriver en France à un colloque qui dure peut-être une semaine ou deux, je crois qu'il y a lieu d'éprouver beaucoup de ressentiment et de se dire à quoi bon. Voilà. Donc, je crois que... Et ces professeurs sénégalais nous mettent en garde. Le contexte international change et la place de la langue française par la même occasion. Il est nécessaire le français, c'est une langue nécessaire, mais ce n'est pas la langue nécessaire. C'est une des langues nécessaires. On est passé de l'état de français, une langue, la langue nécessaire, au français, une langue nécessaire, au contact d'autres langues africaines. À Dakar, au pays de Senghor et d'Abdou Diouf, le français est encore au fronton des bâtiments, comme il l'était avant l'indépendance. Et il fait partie de la vie comme langue officielle. Une langue nationale, le Wolof, est de plus en plus utilisée. Le français est en recul dans la rue, comme dans les rêves d'avenir de la jeunesse. Il suffit de voir comment les écoles de commerce préparent leurs étudiants à la mondialisation. Les futurs cadres du pays regardent bien au-delà de l'ancienne puissance coloniale. Alors là, nous allons dans un cours de comptabilité analytique de deuxième année au Bachelor in Business Administration. Alors là, je vais vous mener dans la salle où se donne le cours de japonais, qui a une forte affluence. Donc, honto desu ka? Honto desu ka? Minasan, nihongo ga suki desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Watashi wa gakusei desu. Avec la mondialisation, donc je me dis qu'un manager doit au moins connaître le japonais, doit pouvoir le parler. Bon, comme les Japonais sont très sensibles à leur culture, quand vous rencontrez un Japonais, vous lui parlez, vous dites Ohayo, il va dire Dokode Nihongo Benkyo Shimashitaka, il va dire où est-ce que vous avez appris le japonais, il va vous poser des questions. Et là, vous allez avoir plus de chance par rapport à quelqu'un qui n'a jamais parlé le japonais. Bon voilà, et ça peut vous rapporter des sous ou bien des points en affaires. Dans cette école, la fascination pour le modèle anglo-saxon est évidente. Selon Massamba Gueye, un des profs rencontrés à Québec, le français est bel et bien en recul en Afrique de l'Ouest. C'est vrai que de moins en moins les gens dans la rue parlent français parce que ce n'est plus une langue de promotion sociale. Prof et conteur de son état, il anime à la Radio Nationale une émission sur la tradition orale qu'il a choisi d'énoncer en 2 langues. La vraie question qu'on doit se poser tous les jours, c'est que signifie vivre. Dans mon idée, ce n'était pas possible de faire une émission carrément en français parce que je me dis, mais ma grand-mère ne comprendra jamais ce que je dis à la radio et ça va la frustrer. Les contes et légendes recueillis en brousse par Massamba seraient-ils autant écoutés dans les quartiers populaires si son français n'était pas matiné de Wolof? Rien n'est moins sûr, car la langue officielle du Sénégal, le français, n'est plus guère utilisé que dans l'administration. Je ne vois pas la raison pour laquelle, par exemple, je dois m'exprimer avec manga ou bien avec en français. Les jeunes préfèrent parler mieux l'anglais
qu'il voit dans les clips, qu'il voit dans les téléfilms, que le français qu'il utilise un peu plus rarement. C'est vrai. Les Sénégalais nous alertent sur la fragilité de l'influence de la langue française. Le fait que la France consacre de moins en moins de moyens à soutenir sa langue dans le monde et donne des visas au compte-gouttes renforce la tendance. À l'heure où les Britanniques ont l'âme conquérante et les Chinois ouvrent 1 millier d'instituts Confucius de par le monde, le père de la francophonie doit se retourner dans sa tombe, dans le cimetière chrétien de Bel Air. Alors, faut-il réellement s'inquiéter pour la grandeur de la France? L'écrivain et historien Max Gallo juge que non. Les atouts de la France restent immenses, à condition de ne pas se renier. Est-ce que cette France puissante, incontournable, est-ce que l'historien que vous êtes considère que c'est de l'histoire ancienne? La puissance d'une nation ne se mesure pas au nombre de ses divisions, ni même au nombre de sa population. La puissance d'une nation, cela tient d'abord, à mon avis, à sa situation géopolitique. Et de ce point de vue-là, la France est incontournable. C'est véritablement un héritage de la géographie et du lieu. C'est pour cela que quand on disait « si la France vote non au référendum européen constitutionnel, elle va être exclue de l'Europe », c'était totalement ridicule. On ne peut pas exclure la France de l'Europe parce qu'elle est constitutive précisément de cette Europe, comme l'Allemagne d'ailleurs, mais il suffit de regarder une carte de géographie, et quand on parle de géopolitique et de puissance, il faut revenir à la géographie, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, cette voie de passage incontournable entre l'Espagne et l'Allemagne, par exemple, prouve que la France a un atout géopolitique naturel qui est évidemment redoublé, multiplié par son histoire politique et diplomatique qui fait qu'elle a un héritage culturel, un héritage de puissance qui est un facteur de puissance contemporaine. Mais malgré tout, est-ce que ce déclin, certes progressif, mais à la fois inexorable, est-ce que c'est une idée qui est facile à accepter quand on est français? Écoutez, je crois qu'elle a été beaucoup trop acceptée par les élites françaises. Je crois qu'il y a une complaisance dans ce discours sur le déclin de la nation, même plus gravement que cela, une complaisance à penser, ça a même été la théorie à la mode, à savoir que les nations étaient une formation sociale et historique obsolète, et qu'il fallait donc précisément construire l'Europe dans laquelle les nations allaient se dissoudre, se fondre, constituer un État fédéral, les États-Unis d'Europe, etc. Je ne suis pas anti-européen, bien qu'ayant voté souvent non aux différents référendums à propos de l'Europe. Mais, précisément, cette idée du déclin, et il y a effectivement un glissement de puissance, je ne le nie pas, a perverti la pensée des élites et leur a fait penser que, précisément, il n'y avait plus de place pour le fait national. Or, pour moi, la caractéristique des 20 dernières années, en gros depuis 1980-90, c'est-à-dire la chute de l'Union soviétique et sa disparition, la chute du mur de Berlin, c'est au contraire un regain national indiscutable. Mais est-ce que cette idée de nation, c'est une solution justement par rapport pour essayer d'enrayer ce déclin? Vous avez, c'est vrai, beaucoup résisté à une certaine idée de l'Europe. Vous avez écrit récemment fier d'être français. Mais est-ce que l'Europe, ça n'est pas finalement la solution en matière de défense, par exemple? Écoutez, c'est la solution. Oui, évidemment, je veux dire, d'un point de vue théorique et même d'un point de vue du souhait historique, ne pas construire l'Europe qui a une civilisation partagée à un ensemble de nations serait un scandale historique. Moi, je reste fidèle à l'idée qui est assise sur un constat historique, à l'idée que chaque fois qu'on a voulu, dans une construction impériale européenne, nier la réalité nationale, la construction impériale s'est désagrégée. On ne peut pas faire l'impasse sur la force du sentiment national, précisément au moment où on le voit se réaffirmer avec force, puisque des vieilles structures, vieilles relatives comme la Belgique, on les voit déchirer avec le nationalisme flamand, la Wallonie, etc. Donc, si vous voulez, je crois que construire l'Europe, oui,
l'asseoir sur cette réalité incontournable que sont les nations, c'est indispensable. D'accord. Mais est-ce qu'il est possible à la fois de construire l'Europe, de construire par exemple une défense européenne, encore une fois, et en même temps de garder une forme d'indépendance, une forme de souveraineté? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas faire autrement. On se rend compte que dans l'Europe d'aujourd'hui, les puissances qui contribuent à l'apparition d'une défense européenne sont, je dirais, des puissances traditionnelles, historiquement constituées depuis longtemps, c'est-à-dire en gros la France, la Grande-Bretagne, un peu l'Allemagne. Au fond, c'est autour de ces trois colonnes que peut se constituer la défense européenne. Et le vrai problème de la construction européenne en matière de défense, mais aussi, et cela est lié en matière d'ensemble économique ou monétaire, c'est évidemment de ne pas penser qu'il est possible de bâtir quelque chose si on demande l'unanimité. En réalité, il faut évidemment des majorités particulières. Et la défense, on l'a vu avec les accords de Saint-Malo entre la France et la Grande-Bretagne, on le voit encore aujourd'hui, notamment donc en ce qui concerne la défense, il faut s'appuyer pour la construire sur les nations qui ont une tradition militaire, une tradition diplomatique, une situation de puissance historiquement enracinée dans le passé. Ma dernière question, il est possible d'imaginer ce que sera la France dans le monde d'ici une vingtaine d'années? Moi, je suis plutôt historien, donc je ne suis doué que pour les prophéties des événements qui ont eu lieu. Je suis sûr que vous avez une idée. Écoutez, je crois que ce qui me frappe, c'est d'abord, ne l'oublions pas, la relative bonne santé démographique, qui est un élément important de la France par rapport aux autres pays européens. Et donc la France sera une puissance très présente qui se situera entre 65 et 70 millions d'habitants. Ce qui modifie la puissance démographique est un élément de force, ce n'est pas le seul, je l'ai souligné, c'est l'aspect géopolitique qui compte. Je crois qu'il faut absolument essayer de contribuer à la construction d'une Europe politique, économique, sociale, financière et militaire, et c'est là où va se jouer finalement le destin de la France et son avenir. Sera-t-elle capable de briser cette impuissance que constitue une communauté élargie européenne et de constituer avec l'Allemagne, l'Angleterre, avec quelques puissances, un noyau dur de la construction européenne? C'est le destin de la France est lié à cette capacité-là, concevoir qu'elle est en effet peut-être l'élément autour duquel pourra se coaguler une partie de l'Union européenne. La France éternelle, une image qui fait toujours recette. Mais la France ne gardera son prestige sur la scène internationale qu'à la condition d'être crédible. Ses ambitions doivent s'adapter à ses moyens. Sans avoir peur de perdre de sa grandeur, la France va devoir apprendre désormais à jouer collectif. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à Patrick Boité qui l'a préparé, à Nicolas Maupier qui l'a réalisé. Vous pouvez la voir ou la revoir sur notre site internet france2.fr. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos questions. Nous nous retrouvons au mois de décembre. Et d'ici là, gardez un œil sur la planète. Bonsoir.